Lee, vous avez beaucoup de choses à dire puisque vous m'avez dit que évidemment le numérique ça ne remplace pas l'humain, mais ça permet bien sûr un premier pas dans le parcours de soins, c'est évidemment complémentaire. Et vous m'avez surtout dit que bien sûr c'est l'accès à l'information qui compte. Tout ce qui existe là en termes de, par exemple, les réunions par Skype pour les narcotiques anonymes ou le groupe Facebook ou même toutes les applications qui peuvent exister ou enfin, les sites internet d'information et ainsi de suite, si au départ en étant enfin, personne concernée par les troubles psychiques et qu'on n'a pas l'information là de la part des soignants ou en tout cas enfin, je sais pas, d'affiches ou de choses qui soient de l'information claire et directe et auxquelles on puisse avoir facilement accès, ça empêche un peu de pouvoir s'en servir en fait. Et du coup, en fait, il n'y a aucun soignant dans le parcours de soins assez complet que j'ai pu avoir qui m'a parlé des outils là. En fait, à chaque fois, c'est un patient qui m'a dit ah bah il y a tel site qui peut être intéressant ou je suis tombé sur un forum, des choses comme ça. Mais en fait, je pense que c'est pas forcément la question des moyens, puisqu'il y a vraiment, en tout cas, beaucoup de personnes qui peuvent avoir un smartphone ou accès à Internet, et je suis pas sûr que ce soit toujours la problématique de moyens financiers. C'est plus, en fait, si on sait que ça existe, on les utilise ou pas, mais si on sait pas que ça existe, on les utilise pas, en fait. Enfin, donc, voilà. Ouais, l'échange d'informations entre personnes qui ont des intérêts communs, c'est vraiment central. J'aimerais bien que les soignants ou les institutions ou les pouvoirs publics puissent informer sur l'existence de ces outils. Enfin, c'est le premier truc. Après, je ne sais pas exactement quand, comment, mais je pense que c'est pas compliqué à faire. Et ensuite, effectivement, ces informations, elles circulent principalement entre personnes concernées, ce qui signifie que, notamment, il y a, enfin, ce que vous disiez par rapport aux personnes qui sont plutôt isolées au niveau, enfin, qui sont pas dans une grande ville et qui n'ont pas forcément de groupes d'entraide mutuelle ou enfin des lieux où on peut échanger en général. Du coup, de se sentir un peu tout seul et pas pouvoir échanger avec d'autres personnes, ça aide pas forcément à avoir accès à l'information. Bon, par rapport à mon parcours et ce que j'ai pu observer pour d'autres personnes, mais avant de pouvoir avoir un suivi psychologique ou psychiatrique ou d'être à l'hôpital ou de rencontrer des personnes physiquement qui ont pu vivre des choses similaires, bon, après, enfin, j'ai 29 ans et du coup vers mes 15-16 ans, j'avais internet avec les chats voilà et les forums Fil Santé Jeune et donc voilà et du coup j'avais commencé à pouvoir échanger avec des personnes qui vivaient des choses qui pouvaient s'apparenter en tout cas. Et notamment sur les forums Fil Santé Jeune, il y a des modérateurs qui sont soit psychologues, ainsi de suite. Et donc, c'est assez safe par rapport au chat voilà que finalement, en fait, valait mieux pas. Il y a des gens qui ont 16 ans et qui en fait n'ont pas 16 ans. Et du coup, voilà, il y a ce truc où c'est possible d'échanger et ensuite il y a quelqu'un qui va dire, en fait, moi je vois un psychologue et on se dit, peut-être que moi j'ai peut-être le droit de voir un psychologue ou les centres médico-psychologiques, ça existe. D'accord, je ne savais pas et qu'on est allé voir plusieurs fois l'infirmier ou l'infirmière scolaire et qui nous avait pas dit que ça existait. Il disait bon voilà tu fais une crise d'hypoglycémie, prends un sucre. Enfin, et donc voilà. Donc c'était d'une efficacité redoutable. Et donc du coup ça permet un peu ça et ensuite de se dire bon soit je vais aller voir un psy, soit que finalement il y ait enfin, dans mon cas, c'est une copine qui a vu que ça allait pas et qui m'a traîné voir un psy, mais ça a pu être, en tout cas, il y a des personnes vers qui ça a amené vers les soins, enfin, ou en tout cas de rester aussi un peu dans les soins en sachant comment communiquer avec des soignants. Je me suis retrouvé avec enfin, des fois, mais c'est pas possible en fait. Le psychiatre devant moi, il comprend rien à ce qui se passe. Comment est-ce que je fais pour lui faire comprendre tel truc? Donc il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai essayé comme ça, peut-être que ça peut marcher. Ou alors, j'ai essayé tel médicament qui me faisait moins d'effets secondaires, peut-être que tu lui peux lui demander, est-ce que je peux essayer de changer de traitement, que ce soit celui-là ou pas. Enfin, et donc, en fait, juste savoir ses droits, sans que ce soit forcément marqué sur une feuille, et que d'autres personnes ont pu exercer ces droits, que ça a marché ou ça n'a pas marché. Ça peut aussi soit maintenir dans les soins, mais en tout cas faire que ça puisse mieux se passer et qu'on soit pas juste on vous file des soins qu'on pense qui sont bons pour vous et qu'en fait pas forcément.
Il y a quelque chose que ne connaît pas forcément tout le monde, ce sont les directives anticipées. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a 3 trucs. Il y a les directives anticipées, c'est quand par exemple on va se faire opérer à l'hôpital et ensuite si jamais ça se passe mal, qu'est-ce qu'on veut dire aux proches par rapport à l'enterrement et tout. Donc là c'est pas le cas. Ensuite, ça. Ensuite, il y a les plans de crise en psychiatrie. Et donc, du coup, ça existe déjà sur certains sites internet en accès libre. Du coup, dire, OK, donc quand je vais bien, je suis comme ça. Quand ça commence à aller moins bien, généralement, je suis comme ça. Et c'est a priori à tel moment où j'ai besoin soit d'être hospitalisé, soit d'être chez quelqu'un. Enfin, voilà, quel médicament je veux, quel médicament je veux pas, à quel endroit je veux être, je veux pas être, quelle personne je veux voir, je veux pas voir. Et quand enfin, je fais en gros. Hein. Et quand est-ce qu'on voit que ça va mieux et qu'on peut arrêter le plan de crise. Enfin, c'est à quelque chose près, c'est quelque chose comme ça. Ce qui est bien quand c'est fait quand on est en pleine conscience, enfin, qu'on va relativement bien et qu'on ne le fait pas en pleine crise. Et qui peut être partagé aux proches ou aux soignants, voilà, sans que ce soit forcément sous forme de contrat, enfin, que ce soit signé, ainsi de suite. Après, je me Sur le web, justement, de façon à ce que ce soit accessible à tout moment, partout et par tout le monde. Enfin, et par toutes les personnes désignées. On peut le remplir en format PDF. En tout cas, on peut le télécharger gratuitement en ligne sur certains sites. Donc là, en gros, il y a le Revim, R-E-V-I-M, et ensuite, je ne connais pas les noms des trucs par cœur puisque je les ai en anglais sur mon ordinateur. Mais je pense qu'on peut trouver ça rapidement et le partager aux gens là. Et donc, il y a un autre truc, je ne m'y connais pas à 100%, donc s'il y a des réactions enfin, c'est un peu autrement dans la salle, vous me dites. Du coup, les directives anticipées en psychiatrie existent dans d'autres pays et pour le moment ne sont pas formalisées en France. Et du coup, là, il va y avoir une étude, en tout cas une expérimentation de ce dispositif dans la région Rhône-Alpes, notamment à Lyon, par le Centre de ressources réhabilitation, avec du coup des personnes qui risquent d'être hospitalisées sous contrainte, enfin, en tout cas qui ont un risque plus important d'être hospitalisées sous contrainte, donc qui vont écrire leurs directives anticipées et avec un accord, en tout cas en lien aussi avec l'hôpital, les psychiatres, les proches et la personne concernée, pour que dans la mesure du possible ce soit appliqué et de voir du coup si ça aide un peu à ce que ça se passe mieux, enfin, en tout cas de façon moins pire une fois sur place, et que le groupe entier ait conscience des besoins des personnes, de ce qui est important pour elles ou pas. Si quelqu'un, une fois hospitalisé, est dans un état délirant, dit qu'il a besoin de livres de poésie, est-ce que ça fait partie de son délire ou est-ce que c'est parce que d'habitude ça lui fait du bien? Enfin, donc il y a aussi la notion là à voir. Et donc voilà, je trouve que c'est important en général, et même juste de le remplir soi-même, même si on ne le partage pas avec quelqu'un, que ça peut aider. Vous coordonnez donc le blog spécifique à la santé mentale qui s'appelle En tant que tel. Quel est votre retour d'expérience? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, il y a un psychiatre donc, avec qui on a co-créé le chatbot Oli, qui est un agent conversationnel psychologique sur Messenger, du coup qui avait créé un groupe sur Telegram, donc qui est un peu comme WhatsApp ou Messenger, avec des patients ou des patientes à lui qui étaient OK, un groupe de discussion pour se soutenir. Il avait fait un peu par thématique, enfin avec des personnes qui avaient des problématiques relativement similaires, où lui il était un peu modérateur, et voilà. Et du coup il y a eu le moment là, et puis il y a eu aussi, en fait, dessus on est 5. Et en fait, il y a plus de personnes qui peuvent en avoir besoin. Donc j'ai commencé à créer un groupe spécifique aux troubles là sur Facebook. Sauf que c'était un peu la même problématique. En 2 semaines, il y avait 1200 personnes et du coup, c'était un peu compliqué. Et, et pareil, il a fallu faire le tri et se dire que c'était un groupe secret et puis un groupe fermé pour que les personnes ne sachent pas que les gens sont sur le groupe aussi. Et pareil, faire une charte et donner, voilà, voir les gens qui étaient actifs et du coup faire en sorte que à l'intérieur, les 50 personnes actives puissent être modératrices aussi. Et il y en a qui habitent pas en France, donc en fait qui soient aussi présentes la nuit, par rapport à la France.
au-delà des risques dont on a déjà parlé. Mais il y a aussi le fait que, ok, il y a des personnes qui utilisent des outils, ou en tout cas des techniques ou une application, qu'elles peuvent le partager avec d'autres, genre ah il y a le truc là qui m'aide, ou elles peuvent dire que ça va pas d'une certaine façon si c'est des alertes très inquiétantes pour 1200 personnes. Dans ce cas, bah, non, ça sert à rien. Enfin, on va pas laisser quelqu'un inquiéter 1200 personnes. Et donc ça peut être ça peut être aussi, ah bah tiens, en fait, il y en a qui arrivent à travailler, mais qui vivent avec cette problématique. Il y a des personnes qui arrivent à être en couple, il y en a qui ont décidé finalement d'arrêter de travailler, et c'est ok aussi. D'autres qui finalement voient un psy, et c'est pas parce qu'ils sont complètement fous. Enfin, et donc il y a ce truc un peu de déstigmatisation, et en même temps de soutien et de partage d'informations. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un qui est chargé de poster une musique sympa tous les lundis matins. Enfin, et donc, et qui tient le truc depuis 2 ans. Et je suis hyper impressionné. Mais, mais voilà, donc il y a peut-être des petites choses, et après qui vivent plus ou moins en fonction des moments. Et le blog, il s'appelle En tant que tel, avec 2 LE à la fin. Et il est spécifique à la paire aidance en santé mentale. J'ai été en formation de médiateur de santé pair à un moment. Donc en gros, c'est pair aidant professionnel. Donc dans le cadre là, c'est une personne qui a vécu des troubles psy et qui a qui a tiré des expériences ou des outils du fait de ses troubles. Donc, pareil, je résume très grossièrement, et qui peut partager ça avec d'autres personnes pour que la personne en bénéficie. Donc un peu comme ce que tu disais par rapport au fait que le fait que tu aies pu évoluer dans ton parcours, que tu peux le partager aussi. Donc ce qui me manquait quand j'ai fait cette formation de médiateur de santé pair, c'est ce qui m'a aidé en formation d'éducateur spécialisé. Donc aller sur des blogs d'éducateurs spécialisés. Donc là je trouve pas de blog de pair aidant et en santé mentale, et donc j'étais ok, je vais faire comment, et donc j'ai créé celui-là pour informer aussi d'une autre façon que des choses qui sont très intéressantes, mais un article qu'on trouve sur le Cairn qui fait 20 pages, ou une étude qui a été faite et qui est en anglais et qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc là, ça peut être des articles qui font, je pense, entre 1 page Word et 5 pages Word, enfin quelque chose près, et avec des liens complémentaires à l'intérieur, enfin des liens hypertextes si on veut se renseigner davantage, ça peut être aussi des gifs, mais bon, bref. Et donc voilà, avec quelque chose de relativement accessible, qui est participatif, et où toute personne qui peut être concernée par ça peut contribuer, à partir du moment où ça respecte des règles élémentaires, genre pas de propos haineux envers une communauté en particulier, et qu'il y ait que ça ait un lien avec la paire aidance en santé mentale. Et voilà, et du coup, là, il y a à peu près 20 personnes différentes qui ont contribué, et une 50aine d'articles, ou quelque chose comme ça.